Action. Donc là, on est dans le bureau. C'est là qu'on planifie un petit peu toute notre production. Hi Vincenzo. Good morning. Hello. Vincenzo, Nice production to meet you. manager. Nice to meet you. This is Elliot Number Your 2. son. Exactly. and Clément. My friend. Hey. Donc c'est un petit peu le headquarter de la production ici, tu vois, tout le planning est ici. On a aussi le NPD, la création qui est de ce côté-là. Et l'ordinateur au milieu, c'est le food safety. Ok. Donc c'est un petit peu, je dirais, la tour de contrôle, tu vois. Ouais. C'est marrant parce que pour le coup, on est vraiment au milieu du Oui, labo. ouais, c'était. Avec les baies vitrées des deux côtés. C'était un peu C'est ce qui vraiment était- une tour de contrôle. C'est ça, c'est ce qui était prévu, tu vois, de pouvoir avoir un visu sur la finition. Là, à ce côté-là, on a le baking, et puis l'assemblage et le NPD qui est un petit peu plus là-bas. Ouais. Voilà, on va passer du côté du baking. Donc très important, tu vois, quand on a commencé la société, c'était de se dire, nous on arrive, on fait tout de A à Z, tu vois. On veut faire nos bases. Parce que ça c'est quelque chose que j'avais remarqué à Londres. Il y avait des pâtissiers qui, ce que j'appelle des assembleurs, qui achètent des bases et qui créent des desserts comme ça. Non, moi je me dis non, on fait tout, on fait les bases, on fait les tartes, on fait les biscuits, on fait nos macarons, on fait toutes nos bases. Donc voilà, ça, c'est vraiment, si tu veux, une philosophie qu'on a gardée jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Alex, notre executive chef, Bonjour Elliot. qui est à la création. Clément, Ah. du coup, le caméraman. D'accord, bienvenue chez vous. Merci beaucoup. Alors évidemment, ça a évolué. Au début, Ouais, bien sûr. si tu l'imagines, on fonçait toutes nos tartes à la main. On est passé tout à ce qu'on appelle la tartomatique, donc c'est automatisé. Donc là-dessus, on a du 5 cm, du 7 cm, du 8 cm, et là, ce qu'il est en train de faire, c'est du 180 mm. Je me rappelle ici faire les premiers fonçages Ouais. là autour du marbre. Ouais, c'est Et ça, ouais. J'y arrivais pas au début, donc c'est là où j'ai foncé mes premières tartes. T'as foncé les tartes autour du marbre. J'ai foncé les tartes autour du marbre. Ouais. T'as dû faire aussi les croissants J'ai là-bas. fait les croissants. Je me rappelle même, je crois, il y a une vidéo, dans nos anciennes vidéos de famille où Ouais. je suis en train de faire des pains au raisin, non? Ouais, j'en sais bien. Quand on Les est- pains au chocolat. Ouais, pains au chocolat, peut-être, chocolat, avec, ouais. avec Léo là. Ouais. Tu sais, on est sur un tabouret parce qu'on n'est même pas assez grand pour. In the middle. You take the edge. Yeah? Regarde bien. D'accord? Faire un peu plus rond, tu vois. Regarde Elliot. Elliot, tu tires et ça là. Sur Elliot, tu prends, tu mets comme ça dessous. Donc on fait plus de viennoiserie aujourd'hui. Ok. On s'est vraiment concentré sur la pâtisserie, mais c'est vrai que oui, on a vraiment démarré. On était assez fort avec la viennoiserie au départ, avec Didier, et puis au fur et à mesure, on s'est vraiment spécialisé sur la pâtisserie. Hi, Santi. Hello. Can you show us your expertise? This is my son, Elliot. Nice to meet you. With his Nice to friend meet you. Clément. Yeah. Toutes nos pâtes sont fabriquées avec toutes les recettes traditionnelles. Et on voit là, donc là, c'est une table qui tourne avec le palais qui est des petites tartes. On a ce qu'on appelle un dénesteur. Donc là, le moule, il est déposé automatiquement. Là, il est obligé de le mettre manuellement. D'accord. Donc ça va tourner et you're on your own. You're busy, yeah. J'imagine quand vous êtes passé du fonçage à la main à la machine, il faut réadapter toutes les recettes. Un petit peu. Ça c'est vraiment une horloge. Là. C'est assez fantastique. Et c'est vrai que je dirais que 50% c'est les settings, mais 50% c'est la recette. Ok. Donc la recette est très importante quand sur ces machines-là. La recette change un tout petit peu. Tout de suite, on voit que il y a des problèmes à la sortie, tu vois. Tu vois, c'est pas ce que j'appelle des machines industrielles. Ça reste quand même des machines adaptées à l'artisanat. C'est fantastique parce que ça respecte le travail artisanal et en même temps, c'est automatisé. Donc si on fonçait ça à la main, et on l'a eu foncé à la main. D'ailleurs, pour certaines tailles, on le fonce encore à la main. Hi, how are you doing? Hello, nice to meet you. Certaines recettes, on est à la main comme on serait dans un magasin, quoi. Hein. C'est découpé sur le tapis. Et nous, on fait beaucoup de sur-mesure, comme tu le sais. Là, quand c'est comme ça, c'est elle qui vous donne les recettes. C'est ça. Et après, vous vous réadaptez. Exactement, on a des briefs très précis, même sur la taille, après, des fois on va dire une collaboration entre la recette de la chef et ce que nous on peut amener, l'interprétation qu'on peut en avoir, tu vois. Ouais, bien sûr.
On fait ça avec pas mal de chefs, comme on a travaillé avec Michel Roux, beaucoup. On travaille, comme tu le sais, avec Jessica Préalpato. C'est la salle de cuisson. Encore une fois, de vraiment respecter cette idée de faire nos bases. Bon, on le voit, tu vois, c'est des biscuits. Hi, how are you? Biscuits, nos tartes, tout est fait in-house. Vraiment, la philosophie, c'est de ne pas acheter de base, de ne pas acheter de biscuits. Ça, c'est quelque chose auquel on ne déroge pas. Tu vois, par exemple, la brioche, c'est une brioche qui va nous servir pour faire des bread and butter pudding. Ça, c'est pareil, on préfère le faire. Parce que ça fait partie de notre philosophie. Alors c'est vrai que ça serait un peu la facilité, ce que beaucoup font c'est acheter une brioche. Voilà. Même dans les grands établissements finalement, je sais très bien à Paris, il y en a encore qui achètent la brioche parce qu'en fait il n'y a pas forcément de plus-value dans le sens où au niveau du rendement financier, ils ne voient pas l'intérêt, mais c'est quand même dommage de perdre. C'est vrai, mais tu as raison, c'est vrai qu'il y a des fois, c'est vrai que sur le plan du calcul financier, c'est pas forcément plus intéressant de le faire. Après, nous, on sait que voilà, notre brioche, elle amène une vraie plus-value au produit, tu vois. Donc là, c'est les deux fours principaux, vous faites tout avec les fours là, les deux fours rotatifs. Les deux fours rotatifs Eurofour. On a aussi les fours à pont, le four à pont. On fait toute notre pâte à choux. Et là, le labo ici, comme ça, vous l'avez depuis combien de temps maintenant, cet espace Ça fait depuis 2004. On a fabriqué, j'ai conçu le laboratoire. En 2003, enfin, on doit dire entre 2002 et 2003. Et en fait, ça, c'était vraiment un immeuble qui était neuf. Et on a conçu tout le laboratoire à l'intérieur. Parce que il n'y avait rien d'alimentaire avant vous. Non, tout a été fait à partir de quelque chose qui était en fait une coquille vide, quoi. Et donc le sol, les drains, tout a été conçu pour un laboratoire. Donc nous, on est BRC AA, donc c'est un des plus hauts standards. C'est quoi BRC AA? C'est British Retail Consortium. Okay. Le AA, c'est la note la plus élevée que tu peux obtenir. Okay. Donc c'est eux qui viennent, ils font des audits. Ouais, tous les ans. Et après ils vous donnent une note. C'est ça. Tous les ans on est audité. Et donc là on a été audité en novembre. On a obtenu le A+, parce qu'en fait nous on est audité, mais c'est l'audit surprise. Donc ils ne nous préviennent pas quand ils viennent. Ah ouais. Ils débarquent, il faut qu'on soit prêt. Donc là c'était la première fois qu'on l'a fait d'ailleurs en surprise. Et on a eu le double A+, avec la petite étoile. Donc on ne peut pas faire mieux. Non, on ne peut pas faire mieux. Ouais. C'est tout bête, mais les mêmes bombes à graisse qu'on a en France, dans les labos, au Cheval Blanc Paris, on a les mêmes. Vous avez ça? Ouais, exactement les mêmes qu'on retrouve ici à Londres, dans le labo. Ah, mais c'est l'esprit de l'artisanat ici. Hein. Ouais. Finalement, ça a été, si tu veux, moi j'ai été beaucoup influencé par Potel-les-Chabots. C'était la dernière maison que j'ai fait à Paris avant d'immigrer en Angleterre. Et Potel-les-Chabots, vraiment, c'était en plein cœur de Paris, centraliser la production. Et à l'époque, on a fait l'inauguration du tunnel sous la Manche. Okay. Donc c'était un peu prémonitoire. Ouais, symbolique, après, tu as aussi fait voilà, c'est ça. La transition. Et j'ai trouvé que l'idée de centraliser la production et d'adresser le produit au chef, plutôt que d'ouvrir des boutiques, ça, je trouvais que ça très intéressant. L'idée, c'est, nous, c'est le premium. On ne déroge jamais à la qualité de la matière première. On peut être efficace, c'est là qu'on va essayer d'être compétitif au niveau du prix, mais par contre, on ne va jamais compromettre la qualité de la matière première, jamais. Et c'est peut-être ça aussi qui fait votre différence, parce que c'est vrai que quand on regarde le labo, il y en a qui pourraient croire ça fait presque semi-industriel en fait. Ouais. Ça fait peut-être pas penser directement à l'artisanat, mais en fait dans l'état d'esprit, toi tu veux vraiment garder les bases de l'artisanat, le maximum fait main, avec les bonnes matières premières, c'est ça. Mettre la qualité en avant. C'est ce qui fait notre succès en fait. Les clients, l'aérien, même l'aérien par exemple, en fait souvent on a cette image de l'aérien qui est bas de gamme, mais en fait c'est une fausse idée, ils cherchent souvent de la qualité et c'est vrai qu'ils viennent chez nous pour une raison, c'est parce qu'ils savent, on leur fait des présentations quasiment toutes les semaines, ça n'arrête jamais, il y a une rotation de présentation très importante avec l'aérien et ils cherchent des produits de qualité. Donc évidemment nous on fait du premium, ils le savent, donc à un moment donné si le budget n'est pas là, on
n'ira pas, mais il y a une demande de qualité très importante pour l'aérien. Ouais, parce que vous avez un coût plus cher un peu que les compétiteurs ou... Ouais. On est considéré comme certainement les... Ils le savent, c'est connu, on est plus cher que nos concurrents. Voilà, et on se situe dans cette fourchette, je dirais, premium, et c'est très bien pour nous. On n'a pas l'intention d'aller dans le mainstream, dans le bas de gamme. C'est pas ce qu'on fait. Oui. Donc on a deux, au niveau de l'assemblage, on a... Ça c'est le bread and butter pudding. Voilà, ça c'est le fameux bread and butter pudding, dont tout à l'heure on a vu la brioche. Pour ceux qui ne savent pas, le bread and butter pudding, c'est un dessert pas plus typiquement anglais. C'est ça. C'est un pudding avec du beurre, du pain et du sucre. Ouais. C'est ça. Alors nous, on lui a rendu ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, justement, on fait ça avec de la brioche. Mais c'est ce que j'appelle le comfort food. Ouais. C'est le dessert. Le dessert que les Anglais apprécient particulièrement. Et en Grande-Bretagne, comme tu le sais, il y a une tradition sur le dessert chaud. Sticky toffee pudding, bread and butter pudding, tout ça, bon, c'est fait avec des... C'est pas, on va dire, du dessert sophistiqué, mais c'est du dessert quand il est bien préparé, c'est délicieux. C'est régressif, quoi. À voilà, l'anglaise. c'est ça. Régressif et gourmand. C'est ça. Mais il faut pas trop regarder les calories en général. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc on a deux lignes ici à l'assemblage. On a une ligne SPSI, là où on fait nos assemblages à la ligne, plutôt des individuels. Et derrière, là, c'est plus les cadres. Pareil, les cadres, on a à peu près une vingtaine, trentaine de différents cadres. Avec un pôle cuisson, on a nos pasto-cuiseurs qui sont de l'autre côté, on va voir. Et là, je vois que vous avez SPSI notamment, c'est des marques françaises. Ouais. Vous devez, ça n'existe pas trop en Angleterre peut-être, où vous devez, c'est mieux d'aller chercher en France. Il y a un concurrent anglais qui s'appelle Unifiller. Alors ils font des machines qui sont un petit peu différentes. SPSI et Unifiller, c'est un peu différent. SPSI, c'est plus un roulement mécanique qui entraîne le produit, alors qu'Unifiller, ils sont plus sur du système de valve avec du pneumatique qui pousse le produit. Donc suivant ce que tu fais, nous on adapte un petit peu avec quelle machine on travaille. Mais on a les deux. Encore une fois, bon voilà, c'est la palette. La palette coudée. Le cadre, la palette, voilà, c'est ce que tu trouverais dans une pâtisserie à Paris, quoi. Et finalement, ici, peut-être que tu me diras le contraire, mais en fait, vous embauchez pas forcément que des pâtissiers de formation. Non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Voilà. Tout le management, en général, vient du monde professionnel. Okay. Alex, c'est notre chef technique. La création, c'est les pâtissiers. Le management, d'une façon générale, en production. Mais après, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont avec nous depuis des années, qu'on a formés. Et je dirais que, comme disait Liliana tout à l'heure, c'est une deuxième famille. Ce qui est important, c'est que si on les forme, il faut qu'ils restent avec nous. Parce que tu as des gens qui comprennent comment tu travailles, le client, le sérieux de ce qu'on fait et le fait que on n'a pas le droit à l'erreur. Ne serait-ce qu'un coup de palette, il y a certains même pâtissiers qui ne maîtrisent plus trop les gestes de base. Et vous arrivez à prendre quelqu'un qui n'a jamais vu un gâteau de sa vie et vous leur formez à utiliser une palette. Et forcément, vu les quantités, quand tu as fait 500 cadres à étaler un biscuit avec une palette, bah oui, à la fin tu maîtrises. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, tu vois, par rapport aux pâtissiers. On a nous une obligation, si tu veux, on a un cahier des charges au niveau de la régularité qui est hyper important avec l'aérien, avec nos clients. Et des fois, il faut même faire attention au coup de palette. Ce qui est important, c'est qu'à la sortie, le grammage, la hauteur, la couleur, elle doit toujours être la même. C'est le Victoria Sponge qu'on avait créé pour Buckingham Palace. C'est marrant parce qu'au travail à Paris, on a eu une demande d'une cliente qui dit il y a une cliente, elle veut absolument un Victoria Sponge Cake. Et moi, ça m'a fait rire parce que je vois les emails passer et je vois les réactions de tous mes sous-chefs, mes supérieurs. C'est en mode, tu sais, ils sont là, mais pourquoi ils veulent ça? Enfin, c'est nul, nous on propose des choses bien meilleures. Et moi, je suis en mode, non, mais si vous voulez, j'ai des recettes, c'est pas si mal, on peut essayer. Bon, c'est pas aussi sophistiqué qu'un entremets qu'on peut proposer, mais ça m'a fait rire de voir ça, sachant que c'est un gâteau que j'ai toujours connu. Intéressant aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure, tu vois, du traditionnel britannique. Et moi, en arrivant en Grande-Bretagne, c'est vraiment quelque chose qu'il a fallu que j'adopte, en fait. Parce que c'est pas évident de le comprendre quand tu es un pâtissier, on va dire professionnel, technique.
comme je disais, ça vient beaucoup du dessert qui est fait à la maison, mais il faut le comprendre. Et après, bien sûr, quand c'est quelque chose qui est fourni à Buckingham Palace, il faut que ce soit fait de façon professionnelle pour être au niveau de la régularité, pour que ça sorte toujours de la même façon. Cette balance entre le dessert traditionnel qui doit sortir de façon régulière, c'est pas évident. Vous ne pourriez pas forcément proposer à vos clients des entremets très sophistiqués, en fait, c'est pas forcément ce qu'ils recherchent, peut-être. On fait tout en fait. Nous, on n'a pas de barrière, tu vois. On va faire de la pâtisserie, je dirais typiquement française. On va aller sur le côté britannique, mais le côté britannique, en fait, en pâtisserie, c'est tu vas reprendre un classique, mais tu vas le moderniser un peu. C'est pas comme la pâtisserie française, elle est connue à travers le monde. Donc nous, ce qu'on a amené en Grande-Bretagne, c'est plus la technique que la pâtisserie française, tu vois. Okay. Vous n'avez pas imposé la pâtisserie française. On n'a pas imposé la pâtisserie française. Mais peut-être plus la rigueur, Voilà, la rigueur, la philosophie. Et les clients, c'est ce qu'ils attendent de notre part, tu vois, la rigueur, comme tu dis. Ils savent que tous les jours, ils vont avoir un produit de qualité qui va être livré à leur porte, quoi. On va passer du côté finition. Allez, c'était ici où on venait plonger nos têtes dans les bacs de chocolat pour toucher les petites pistoles les week-ends. Dès qu'on rentrait dans le labo, toi et Léo, pardon. Ouais. Vous alliez dans les bacs et vous pouviez piocher le chocolat, les petits boutons de chocolat. Ouais. C'était vraiment votre activité favorite. Ça j'imagine, du coup, c'est la machine à... Oui, donc l'ultrasonique. Et là, on retrouve la même brioche. Voilà, là, c'est la brioche qu'on a fabriquée. Qui va nous servir à fabriquer les bread and butter pudding. Hello. C'est Farouk qui est avec nous, qui est à la manœuvre. Elliot. Nice to meet you. Nice to meet you too. Donc là, aujourd'hui c'est de la brioche, mais on découpe beaucoup de produits individuels, beaucoup de cadres. Moi j'aime bien l'ultrasonique parce que je trouve que c'est une coupe très nette et ça évite le jet d'eau, on a souvent les petits stries sur les côtés, très précis et ça marche très bien. Et, on a toujours utilisé l'ultrasonique. C'est vrai qu'en France, il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui ont une machine à jet d'eau. D'accord, ouais. Et ça se voit pas trop. Enfin, moi, j'ai jamais trop vu en France encore une ultrasonique. Alors que la jet d'eau, maintenant, on en voit dans toutes les grandes entreprises, quoi. Quand vous êtes installé ici en 2003-2004, il n'y avait pas tout ça. Ah non, il n'y avait pas toutes ces machines. J'imagine que ça s'est garni un peu au fur et à mesure des années. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en 2004, on n'était pas du tout l'entreprise qu'on est aujourd'hui. On est arrivé, je me souviens, le labo, ça nous paraissait presque trop grand au départ. Ouais. On n'avait pas l'ultrasonique, on n'avait pas la tartomatique, on n'avait pas les dépositeurs, enfin ce qu'on appelle les dresseuses qu'on a aujourd'hui. Donc c'est clair qu'au fur et à mesure, on s'est automatisé. C'est marrant parce que finalement, quand on regarde le labo, c'est un peu un hybride, un laboratoire et j'ai envie de dire la production en ligne. Et encore une fois, voilà, finition à la main. C'est les produits qu'on pourrait trouver dans une pâtisserie à Paris. Ouais, clairement. Hello. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait pour Virgin Airlines. Okay. Donc tu vois, Alex, il est très important pour la qualité, il fait le suivi qualité. Il intervient aussi au niveau de la création. Vraiment, Alex, c'est le lien entre la création et après, justement, l'étape de production pour s'assurer que, justement, minimiser les différences qu'il peut y avoir entre la création et la prod. On passe à la création. Allez. Nice to meet you. Viviana and Laura. Viviana, Laura. Again. Hello again. Donc Francesca, elle est plus dans le rapport avec le client. Okay. Donc ça, c'est l'équipe NPD, Viviana, Laura. Okay. Bien sûr, Alex, executive chef, c'est vraiment lui qui anime le NPD. Le NPD, c'est New Product Development. Et Francesca, elle est le lien entre la création et le client. Okay. D'accord ? Donc là, aujourd'hui, elle vient pour prendre des photos. Elle va prendre des photos par exemple, alors qu'est-ce qu'on a, Alex ? Bon, ce qu'on fait généralement, c'est on va dire un test panel. On va goûter les produits qu'on a sur la ligne assez régulièrement. Donc c'est un chocolate cherry délice en forme d'éclair, avec une mousse chocolat noir 50-70%, avec un intérieur de confiture à la cerise sour cherry, comme on appelle ça. Donc les cerises bien acidulées. C'est vrai que moi j'ai jamais vu un dessert comme ça sur une compagnie aérienne. Une compagnie aérienne, mais non, c'est ça. On a un brief avec Virgin comme quoi on doit upgrader, on doit les surprendre, on doit vraiment arriver avec quelque chose de différent, de se démarquer justement des autres airlines. Ils sont très avant-gardistes de ce côté-là et c'est très bien de travailler avec des compagnies comme ça parce que justement ils nous poussent à la créativité. On est demandeurs, nous. On est demandeurs justement de clients qui nous challengent.
qui veulent justement, ça pousse la création. Que ce soit dans le sourcing, comme je disais tout à l'heure avec Jessica Préalpato. Pour nous, c'est un petit peu tout part de la création. Je sais pas si vous avez le droit de goûter pendant le podcast. À chaque fois, je goûte et Clément, il a regardé, il n'a pas le droit de goûter les fruits. Non, il y en aura pour Clément aussi. Quelque chose de très onctueux, très riche en bouche, mais en même temps très frais avec le fruit. Pas parce que vous êtes devant moi, mais même dans certaines pâtisseries parisiennes, on trouve pas forcément des desserts de cette qualité. Non, pas pour le moment, mais bon, avec, on sait, ne sait-on jamais, hein, l'international, hein, on va leur montrer aux Français comment on fait. N'en dirons pas plus. Non, mais c'est vrai qu'il y a du bon et du mauvais partout, on va dire ça, mais on se démarque bien. Ça, c'est les fiches techniques un peu. Ça, c'est les fiches. Donc, on travaille comme ça au niveau c'est les bons clients, ça. C'est les bons clients où on va envoyer nos samples, nos présentations. Donc, on en a plusieurs ici. Donc, celle-ci, on parlait de l'airline Qatar. Que ce soit une compagnie aérienne qui est japonaise ou qui vient du Middle East, ou que ce soit, par exemple, un événement comme Wimbledon ou Buckingham Palace, on a à chaque fois une scène qui est différente, un client différent qui va avoir des exigences différentes. C'est ça qui nous intéresse en fait. And you're taking the photos now, yeah? Technically, I've taken them already. C'est de la passion et c'est un coulis manque passion. Un exemple de kit, exactement. Donc là, nous avons une tarte avec une panna cotta à la noix de coco, avec du carpaccio qui a été poché dans du jus de citron vert. Il y a un petit peu de pink peppercorn, de poivre rose. On sert ça avec un coulis d'ananas, des cropos de noix de coco torréfiées. Et on a c'est des petites explosions en bouche d'ananas séchés. Un coulis de banane, des chipetti ici en Angleterre. Mais beautiful. Et au niveau du sourcing, vous en parlez tout à l'heure un peu des produits. Ouais. Donc là, les noisettes, vous allez les chercher. Enfin, comment ça marche par rapport au Royaume-Uni Alors, nous aussi, on a le BRC, on a parlé du BRC. Donc c'est important que nous, nos fournisseurs déjà sont accrédités BRC au niveau de la traçabilité. Donc on sait que, comme nous, ils ont des très bonnes practices, des très bonnes façons de travailler. Et donc au niveau du sourcing, on a quelque chose qui a été vérifié. Et après, c'est vrai qu'on a assez pour les fruits d'avoir de la France, mais c'est pas toujours le cas. On a aussi de l'Angleterre. Au niveau de notre cahier des charges, par rapport au fait qu'on est BRC AA, on ne peut pas sourcer nos produits chez n'importe quel fournisseur. Si on sélecte un nouveau fournisseur, il va falloir qu'on fasse un audit, qu'on s'assure qu'en termes de contrôle qualité, il ait toutes les étapes nécessaires. Donc le sourcing, c'est quelque chose qu'on fait au bureau. On a des équipes pour ça. On a en général des distributeurs sur l'Angleterre, mais on peut très bien aller chercher en France aussi. La France, c'est pour toutes les purées de fruits. Mais on a aussi une obligation aussi aujourd'hui, et on le voit avec nos clients, dans notre cahier des charges, on nous impose que l'origine, par exemple, du fruit, soit France, voire Espagne, pas plus loin. Et une petite sélection qu'on a fait au Palace. Mais c'est marrant parce que tu vois, on a quand ils ouvrent une boîte et qu'ils voient même sans nos logos, en voyant les produits, on est reconnu assez rapidement, quoi. Ça, comme t'expliquais, c'était pour le... Donc ça, c'était pour le Palace. C'est une présentation qu'on a fait la semaine dernière. C'est pour ça la petite couronne. Voilà, on a la petite couronne sur le croustillant chocolat. La semaine dernière, on a dû commencer par une présentation de... Alors là, c'était la deuxième présentation, il y avait à peu près 18 produits. Donc le chef royal... ça passe à travers les yeux et bien sûr le palais du chef royal. Et on a 3 présentations. Dernière, ça sera au mois de mars, c'est là qu'ils font la sélection. Il y aura à peu près 8 à 10 produits qui vont être sélectionnés. Et on fait les garden parties au mois de mai. Il y a 6 garden parties avec à peu près à chaque fois 7000 invités. Donc c'est à peu près 120 000, 150 000, on va dire petite portion, nous qu'on appelle afternoon tea, sur le mois de mai. Mais ça, on est très très fiers de ça parce que c'est vrai que voilà, ça fait bientôt 2 décennies qu'on fournit le Palace. 2 décennies. Je crois qu'il n'y a pas de fournisseur qui a fait ça avant, quoi. Donc là c'est nos desserts en pot. On est assez fort justement dans les desserts en pot. On essaye un petit peu de réinterpréter tous les classiques sous format pot. On a deux tailles de pot. On a le 135 ml, ça c'est plus pour la business class, et on a le 75 ml. Donc 75 ml, ça va plus s'adresser à l'économie. Par exemple, ça c'est un millionnaire shortbread. Il y a le beau petit packaging qui va avec. L'idée pâtisserie. Royal Warrant. On montre à la caméra.
Voilà. Donc ça, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on vend dans tout le UK, tu vois, sous notre marque. Et ça, le Royal Warrant, tu veux nous expliquer un peu ce que c'est Donc le Royal Warrant, en fait, c'est quelque chose qu'on a obtenu en 2013. Donc c'est, on a, au bout de 5 ans, on fournit le palace, on peut remplir, on fait une application. Et donc ça passe à travers une commission et le palace nous a décrété Royal Warrant, donc c'est une forme de reconnaissance de la part du royaume. Ça fait bientôt 2 décennies qu'on fournit Buckingham Palace, qu'on fait toutes les garden parties du royaume. Et après donc, ça vous permet en fait de mettre ce petit logo qui est après reconnu partout en Angleterre. C'est ça, on l'a sur le van, on va l'avoir sur notre marketing, sur les pots, sur les boîtes. Ça, c'est la partie packing. Donc, on a une équipe qui fait que du packing. Donc, une fois qu'on a l'assemblage, la finition et que les produits sont packés, donc on a du grand froid où les produits sont tenus à température à peu près à moins 18, moins 20. Et après, c'est le packing avant la palettisation. Et moi, justement, à l'époque, quand je ne savais pas encore foncer les tartes ou quoi là-bas, je venais ici. Ouais, t'as fait du packing aussi? J'en ai fait du packing. Parce que vous veniez souvent travailler? Ouais, on venait souvent. Après, c'est vrai qu'on passait la moitié du temps dans les bureaux sur les ordinateurs et après on venait la moitié de la journée ici. Mais... Ouais. Pour nous, le packing, c'est très important. On y a passé pas mal de temps parce qu'évidemment, on a des produits qui sont quand même des produits, on va dire, relativement fragile. On sait qu'après ça va sur une palette et que la palette, elle traverse peut-être le UK, voire elle traverse la Manche. Ouais. Aujourd'hui, on livre aussi des produits en France. Donc c'est très organisé. Cathy est responsable de l'équipe packing. Hi Cathy. Hello. This is Elliot. Remember Elliot? Yeah, hello. How are you? It's been long. It's been a while. She got a screen. Ouais. Avec il y a les dates de livraison, les clients. Donc elle a son plan qui est renouvelé au fur et à mesure que les commandes arrivent. Comme tu peux l'imaginer, la planification, ça va des achats de matières premières, la cuisson des bases, l'assemblage, la finition. Il faut que la chaîne ne soit jamais interrompue. Ouais. J'imagine quand vous faites un produit, c'est fait en sorte à ce que en fait, il est déjà prévu, le jour où il va partir. C'est ça. Et vous ne pouvez pas vous permettre de stocker un produit pendant un mois dans un congélateur. C'est ça. En général, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que quand on planifie une commande, ça va être, je sais pas, 40 boîtes minimum, c'est toujours à peu près le minimum. C'est lancé en production, mais ça ne s'arrête pas. Dans le planning, on a aujourd'hui un logiciel qui a été monté in-house. C'est en fait lancé sur tous les postes de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interruption jusqu'au moment de la palettisation, en tout cas de la mise en boîte et de la palettisation. Et je dirais même de l'organisation des routes. Parce que du départ, parce qu'on a nos propres véhicules, 2 véhicules, mais on travaille beaucoup avec un transporteur. Donc tout ça, si tu veux, c'est une organisation énorme. C'est vrai que même ça, on dirait même pareil, une tour de contrôle. Il y a un énorme écran avec... Ouais, c'est ça. Et là, quand tu vois par exemple, tu as le nom des clients, et quand tu vois que c'est highlighté en vert, ça veut dire que la palette a été réalisée. La commande est prête. Elle est prête à partir. D'accord ? Donc c'est une belle organisation aujourd'hui. C'est vrai que si tu veux, quand je pense à ce que toi tu as connu, tu vois, le laboratoire où on était plus, on va dire, les artisans qui faisaient des produits beaucoup plus pour les indépendants de Londres. Aujourd'hui, on est beaucoup plus, comme on dit, nationwide. Donc on est plus dans des réseaux avec des distributeurs, etc. Ça reste des produits qui sont artisanales, mais voilà, avec une organisation, une logistique qui est assez importante tout autour, tu vois. Moi, je me rappelle en tout cas quand j'étais petit, dès que je devais commencer à faire un gâteau à la maison, je commençais, en général c'est toi qui prenais le relais. Bon, c'était mon gâteau, mais bon, c'était papa qui faisait. C'est vrai, j'étais comme ça. Ouais, non, j'ai pas ce souvenir là, mais t'as peut-être raison. Et c'était peut-être mon défaut. Non, ça m'a permis d'apprendre. Genre, les gâteaux seraient pas aussi bien sortis, je pense, si je les faisais de moi-même à 8 ans. Non, mais c'est vrai que je me souviens, on faisait pas mal de gâteaux à la maison en fait quand même. On a fait pas mal de gâteaux à la maison et c'était toujours sympa de vous avoir autour. C'est peut-être ça aussi qui t'a un peu donné l'envie. C'est sûr. Je sais pas si dans une autre vie j'aurais été pâtissier, mais là j'étais prédestiné à le faire. Et je me souviens quand tu nous l'as annoncé. Ah ouais, parce que moi je me rappelle pas vraiment le jour où j'ai pris la décision. Ah si, je m'en souviens, tu avais 11 ans à peu près. On était à 106 Brockley Grove. Notre première adresse, ma première adresse. C'est marrant parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Il y avait toi, ta mère et moi, on était là, et puis tu es venu et tu nous as dit comme ça, bon, j'ai quelque chose à vous dire. Et tiens, et tu nous as dit, voilà, je vais être pâtissier.
Et tu étais vraiment jeune et tu avais l'air tellement sûr de toi. C'est marrant parce que moi je me suis dit, là, ça m'a l'air sérieux. Et avec ta mère, bien sûr, on s'est dit, bon, on va pas lui mettre de pression, il a le temps. Mais quelque part, ta décision était prise, quoi. On sentait, c'était quelque chose. Tu nous as annoncé ça de façon assez formelle, en fait. Ouais. Je m'en souviens, ouais. Bah, quand t'es petit, j'ai toujours voulu faire un footballeur. Mais il y a eu un moment où j'ai choisi ça et depuis, j'ai jamais. Je t'avoue que ça m'a touché. Ouais. Et en même temps, je voulais pas te mettre de pression parce que je voulais pas me dire, voilà, je voulais pas que ça soit mon influence. Il fallait que ça soit ton choix. Et, mais oui, c'était pour nous, pour moi, et même pour ta mère aussi, c'est une grande fierté. Une grande fierté. On est 4 enfants. Ouais. Je suis le seul qui a gardé la branche familiale. Et puis tu le fais à quel niveau? Enfin, je veux dire, là où tu travailles, voilà, t'es dans la cour des grands et c'est assez impressionnant. Ton parcours nous impressionne. Ton parcours nous impressionne, je te le dis. Voilà. Il a grandi. J'ai un peu grandi, ouais. Ça va? Ouais, ça va. Tu te rappelles de moi? Bah bien sûr, bien sûr. Vous m'avez connu, j'étais comme ça. Ouais. Là, t'as quel âge? Là, j'ai 24 ans maintenant. 24 ans.